bref exposé que je vais vous présenter parce que je suis un petit peu pressée par le temps. Je dois partir au plus tard à midi 20. Donc j'espère pouvoir le dire en 10 minutes. Normalement, j'avais 20 minutes. Et peut-être que je vais laisser quelques minutes pour les questions éventuellement parce que c'était prévu. C'est un moment d'échange. Donc moi, en fait, je vous partage quelques idées, quelques proverbes comme ça que j'ai donc choisis dans Proverbes malgaches, recueillis par Couder. Donc j'avais expliqué que c'était des missionnaires qui sont venus en fait collecter ces proverbes et ces haïntin, qui est une forme de littérature traditionnelle malgache. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. En fait, je suis Anne Chouni et je suis présidente de l'Union des poètes et écrivains malagasy, section France. C'est pour ça que je vous parle de lettres, de mots et de littérature. Voilà, donc je représente notre association, mais à la fois je suis aussi écrivain et poète. Donc voilà, j'apporte ma petite part dans cette journée qui est très très importante pour nous. Et le thème que je porte ici pour vous est l'impact de la culture sur la condition de la femme, son rôle et sa place dans cette culture. Donc je vais citer quelques proverbes et en traduisant rapidement un ou deux. Par exemple, j'ai Isla Sadmayeri, Isaovavi Sadmadeng. Lui est un homme et il est fort. Moi, je suis une femme et je suis faible. C'est pour vous dire en fait l'esprit dans lequel ont été dit les proverbes. Et j'avais fait la remarque que les femmes malagasy n'avaient pas la parole en public. C'est ça le kabal en fait. C'est une parole, un discours, plutôt un art oratoire en public que l'on fait dans les événements importants de la vie. Et ça, c'est vraiment juste aujourd'hui, et c'est très important pour les Malagasy. Donc c'était à l'époque que des hommes qui portaient, qui parlaient. Et je pense que ça nous donne un petit peu une idée aussi de la suprématie masculine qui fait que les points de vue qui sont cités dans les proverbes sont effectivement ce genre de proverbes comme je vous ai dit. Comme le pou mère ou femelle, comme le pou mère, c'est la femelle qui est célèbre. Donc à vous de trouver l'idée qui est derrière. N'avoir qu'un seul enfant, c'est être comme stérile. Manoto une paysanne, quand va venir nous faire nos vies. Faire comme les paysannes, c'est une ethnie à Madagascar, dans l'Est. Faire comme les paysannes, et c'est les femmes qui ont l'assiette pleine. Ni là, ma minjaintel kamazevcha, ni va miyunchka inyevcha, vomaznyaz. Les hommes font 3 pas, trouvent leurs idées. Les femmes se courbent 4 fois avant de trouver la leur. Donc, à vous d'en déduire, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, je vais vous dire très rapidement, en fait, l'origine de la femme. Parce que dans les contes et les mythes malagasy, dans plusieurs régions de Madagascar, on dit que la femme vient d'une déesse parfumée qui s'appelle Anjiambavran. Donc, c'est une feuille parfumée qui est tombée du ciel et qui est tombée sur un lac, une rivière, et on l'appelle Anjiambavran, donc la déesse de l'eau. Un valet d'un prince a trouvé cette feuille très parfumée, il l'a ramassée, l'a apportée à son prince, ou plutôt à son roi, et lui a trouvé l'idée de conserver cette feuille très rare et très très délicate dans une petite boîte en fait. Et il se trouve que la feuille se transforme en femme quand les hommes ne sont pas là. Et elle fait beaucoup de va-et-vient, elle met un peu de dégâts quoi, dans le palais. Et puis quand ils rentrent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ils ne savent pas que c'est la femme. Un jour, Kyut, donc le valet, trouve la femme en train de faire ses affaires. Et il est allé rapporter le fait à son roi. Et donc le roi a dit « Ah, je vais faire en sorte que je puisse la voir. » Et quand il l'a vue, il est tombé tout de suite amoureux d'elle. Donc c'était un Giamanzarna, il s'appelle. Et il lui demandait la main parce que c'est une déesse, ils ont pu se marier très vite. Et voilà, d'après les mythes, plusieurs mythes de Madagascar, la femme donc vient
du ciel, en quelque sorte. Et c'est peut-être d'ailleurs, il me semble, un diamant. Hein. Qui sait? Non, mais je lance ça comme ça, mais bien sûr, c'est juste un débat qui, je pense, n'a pas lieu d'être ici. Ensuite, voilà, donc, la femme est aussi présentée comme un médiateur entre le monde des ancêtres et celui des vivants. Il y a d'ailleurs des rites dans le sud, comme Tumba, qui sont utilisés pour solliciter les esprits qui, à travers le corps des femmes, parlent aux vivants. Donc, ils transmettent des messages pour le bien de la société. Par exemple, souvent, ce sont des femmes, vieilles femmes célibataires, qui reçoivent ces esprits. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut être représentant comme ça, intermédiaire entre les ancêtres et les vivants. Et même le nom d'une nation qui s'appelle donc Firéné en Malagasy, Firéné veut dire l'outil de matriarcat. Réni et le radical, Firéné. Donc voilà, en quelque sorte, la femme a une place très très importante dans notre culture malagasy. Quelques personnages qui sont souvent cités dans les contes et qui en quelque sorte avaient existé parce que dans notre façon de transmettre la connaissance, bien sûr, je vais parler de cette perte-là qu'on est en train de subir, la perte de notre culture qui génère une instabilité dans notre développement. Une sorte de perte de repère qui fait que nous ne sommes plus tout à fait conscients en fait de notre, comment dire, notre richesse de l'inconscient collectif malagasy depuis des siècles et des siècles que nous avons tout simplement laissé tomber en quelques dizaines d'années. Alors, c'est vrai que c'est depuis 1896 qu'on est une colonie française. On est indépendant depuis 1960 et bientôt 60 ans, on va commémorer par rapport à notre indépendance. C'est bien ça, hein? Oui, donc c'est court par rapport à tout le passé que nous avons évité pour tout laisser tomber d'un coup comme ça. Donc, moi, personnellement, je pense que le fait d'aller chercher dans nos sources, d'aller chercher aux sources, nos connaissances culturelles, notre savoir ancestral, ça nous permettra vraiment de trouver le chemin pour notre futur. Non pas forcément d'aller chercher à faire exactement comme eux, mais de tirer ce qui est bien, ici et là, comme si on cueillait les fruits dans la forêt, et on garde les meilleurs, on jette ce qui est pourri, entre guillemets. Donc, par exemple, ce que Madame Baboué tout à l'heure a expliqué, il y a des traditions qui sont lourdes à porter et qui génèrent vraiment une frustration au sein des familles et de la société. Cela génère de la négativité qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est à la société de trouver, en fait, et d'approfondir elle-même quel pas elle doit faire pour pouvoir évoluer dans le bon sens. On ne jette pas comme ça tout simplement la tradition. On ne prend pas tout simplement non plus les habits et les tresses d'une société occidentale qui, elle, a mis des milliers ou même combien d'années pour hériter de toute cette connaissance et de cette façon de vivre. On ne peut pas juste mettre comme ça un habit qui ne nous appartient pas. Donc il faut que nous soyons d'abord maîtres et conscients de ce que nous sommes et prendre chez les autres ce qui est bon. Dans une famille malagasy, c'est bien la femme qui est l'élément principal. Elle tient le rôle de transmission de la tradition, transmission des connaissances, et elle est la principale responsable de l'éducation. Éduquer une femme, selon un proverbe africain, c'est éduquer un peuple. Mais la femme est souvent effacée, discrète, derrière l'homme, parce qu'il est vrai que c'est toujours elle qui a la dernière parole, mais c'est l'homme qui parle. Donc ça, c'est tout à fait effectif dans la société malagasy, mais selon les régions en fait, de Madagascar, tout à l'heure, il y avait vraiment du vrai dans ce que Madame Mas a dit. Il y a vraiment, c'est tout à fait véridique. Il y a des gens qui vivent comme ça, vraiment dans la situation inextricable. Mais selon les régions, il y a quand même des femmes qui sont tout à fait libres. Par exemple, dans le nord-est, elles sont libres de, par exemple, vivre en femme monoparentale, elles ont même une liberté sexuelle plus importante que celles qui sont dans d'autres régions, plus christianisées par exemple, ou vivre seule avec un enfant ou avoir un enfant sans mari est une faute dont la société leur fait une charge qui fait qu'elles ne puissent
pas vivre librement, quoi. Donc, c'est vraiment selon les régions. Ensuite, moi, j'ai l'expérience personnelle d'avoir discuté avec des femmes samariennes, donc la petite île qui est au large de Thomas, Tamatave, où les femmes, parce qu'elles en avaient assez de voir des hommes irresponsables, un peu trop abonnés aux bouteilles, elles ont choisi de créer leur structure, de faire de la culture, d'élever leurs enfants, de leur donner l'éducation, de développer elles-mêmes l'artisanat, la culture vivrière avec les légumes et voilà. C'est ça aussi la femme malagasy. Les femmes qui se dressent, et nous on en fait partie finalement, parce que vous voyez, nous sommes nombreux, et pas que les femmes, parce que beaucoup d'hommes sont derrière elles. Enfin, ce ne sont pas tous les hommes qui sont ingrats, qui sont injustes. Il y en a beaucoup qui nous supportent, de la famille, des amis, même nos maris. Donc, je pense que c'est la société qui est portée de cette façon. Et si on avance ainsi, c'est toute l'humanité qui avance. Donc, nous avons quand même fait beaucoup de progrès. Quoique, puisque je vais vous dire les règles de base de la culture malagasy. Premièrement, et vous serez tous d'accord avec moi, c'est le respect des anciens, le respect des aînés. Donc, eux, ils sont guidés par les ancêtres. Donc, en premier lieu, c'est les ancêtres. D'ailleurs, il y a une séquence de Tenkilalante, je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps, mais les ancêtres d'abord, ensuite les aînés, ensuite les gens d'un certain âge, les plus jeunes, les adolescents. Enfin, c'est vraiment une société assez hiérarchisée. Et les femmes ont quand même leur place, parce que quand on fait le cabas, comme j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure, on cite particulièrement les Indiens Bavalanche. Donc on cite Dieu, on cite les gens honorables de l'assistance, on cite les gens qui sont du même niveau que soi-même, et on cite en particulier les Indiens Bavalanche en disant bien qu'elles sont source de vie, qu'elles sont le parfum qui emplit notre chemin, qu'elles sont aussi, rarement on utilise Fanakamalena. Ça, je ne sais pas de quand ça date, mais le mobilier fragile, ça, c'est pas de nos ancêtres en tout cas. Donc, respect des anciens, faire attention aux actes et aux paroles. Et pourquoi? Parce que nous sommes basés sur un dicton qui dit Nifanai Nrulna. Manai, ça veut dire craindre, la peur de faire du mal, la peur de heurter la sensibilité des gens. Donc, Fanai, c'est ce qui permet à l'humain, les animaux n'ont pas ça, hein. Eux ils ont faim, ils vont aller se servir, hein, peu importe pour leurs voisins, mais l'humain est capable de faire le choix. Donc c'est ça le Fana, celui qui choisit la sagesse, Mananat Fanai. Donc il y a d'autres valeurs comme ça dans notre philosophie malagasy, et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que c'est ce qui guide notre société malagasy. Et c'est pour cela que nous avons un petit peu la tendance à être discrets, de peur de heurter les gens, de peur de se montrer trop imposant. Ne vous dessinez pas vous-même comme le melon, enfin, n'ayez pas la grosse tête en quelque sorte. C'est ça, la façon de vivre et de penser des Malagasy, qui est très contradictoire avec la société occidentale. Et beaucoup de Malagasy qui ont travaillé dans les entreprises ici vont dire qu'au début, ils se sont un petit peu fait marcher sur les pieds. Et après, au fur et à mesure de l'expérience, ils ont compris que c'est quand même un peu important aussi de montrer son savoir-faire, de ne pas se laisser écraser, de juste montrer ce que l'on sait faire, et on a après sa place. Parce que tant que vous acceptez tout et n'importe quoi, celui qui vous exploite va en profiter. Donc ça parle autant pour les hommes que pour les femmes, mais c'est très très important pour les femmes, parce que même en France, la hiérarchie ne donne pas suffisamment de place aux femmes. Donc imaginez encore plus une femme malagasy ici, mais dans notre pays c'est devenu également comme ça, parce qu'on a hérité d'une certaine façon de penser française depuis la colonisation. Ils ont même intégré leur statut juridique, enfin, la juridiction par rapport aux droits des femmes, qui date d'ailleurs de 1962. Hein. Ici, on a évolué, mais nous, on n'a pas évolué. C'était en 2016 qu'il y a eu un amendement récemment qui disait que la femme pouvait donc, les enfants d'une femme pouvaient hériter d'elle la nationalité malagasy. C'est très récent. Avant, les femmes devaient faire une demande, accordée ou pas, selon que le mari, après une enquête, est valable ou pas, pour pouvoir donner la nationalité aux enfants. Il nous reste très peu de temps, mais donc on a quand même régressé par rapport à ce qu'on était avant.
parce que on n'a pas besoin de vous rappeler qu'il y avait beaucoup de femmes au pouvoir avant la colonisation. Il y avait des reines dans plusieurs régions de Madagascar, la région Mère, Nassakalava, et même il y avait beaucoup de princesses aussi dans la région Erma et Batanan et tout ça, et même dans le sud. Donc on a perdu ce statut un petit peu de la femme qui a le pouvoir. D'une certaine façon, c'était aussi l'arrivée des Occidentaux qui a modifié ça, parce qu'avec l'arrivée des Anglais, déjà, à la période de Radama Ier, j'ai parlé tout à l'heure de l'arrivée de l'alphabet latin en 1820, donc c'était pendant le règne de Radama Ier. Ils ont commencé à collecter nos proverbes et les écrire sur papier, mais en même temps, ils ont influencé les souverains, en fait, les rois et les reines, pour faire imiter la structure de la royauté de l'Angleterre, par exemple, le régime britannique. Donc c'est ça qui a commencé à mettre en place le Premier ministre Charles Lervoux et tout ça, qui lui après choisissait ses femmes, il choisit telle reine, mais c'est moi qui décide. Elle, c'est la reine, mais c'est finalement pas elle qui décide de ce qui se passe dans le pays. Donc en fait, ça a doucement régressé, et c'est en quelque sorte un pouvoir caché qui appartient à l'homme au 19e siècle, tandis que les reines sont en avance. Actuellement, le pouvoir est totalement transféré, parce que c'est maintenant, les femmes, elles sont totalement derrière, les hommes sont devant, et la femme n'a plus tellement de paroles à donner. Invoquer les coutumes, quand on parle de l'autorité par rapport au kabar, par exemple, l'homme, c'est celui qui est fort, c'est celui qui dirige. Mais je pense que c'est aussi un prétexte pour garder le pouvoir et les privilèges, parce que c'est peut-être difficile de partager. Alors ça, c'est vraiment sur le plan, c'est pas individuellement, c'est pas un tel, c'est la société. Donc c'est devenu une structure très, comment dire, qui donne beaucoup de privilèges aux hommes et peu, finalement, de pouvoir et de place, comme vous l'avez dit, aux femmes par rapport à la direction des grandes enseignes, à des postes importants politiques. On n'a jamais encore eu de femmes présidentes de la République, et même celles qui se sont portées candidates ont été un petit peu, on entend souvent dire, on ne va pas se faire diriger par des femmes. Et même dans notre société, on entend ça, quand une femme est un peu jeune, et même parfois, on regarde même son apparence, comme si sa compétence dépendait de ça, quoi. Donc, notre société a quand même quelque part encore à faire, et je pense que l'une des solutions par rapport à tout cela, c'est l'approfondissement de notre culture. Actuellement, le rôle de la femme, donc je viens finalement pour la conclusion, la femme prend un rôle très actif aujourd'hui. Elle ose, pas la majorité, mais déjà un certain nombre commencent, et je pense que c'est déjà une très bonne influence pour tous les autres. Elle se lève, elle agit pour faire progresser la société et changer les choses. Des petits pas qui vont peut-être faire beaucoup avancer l'humanité. Au niveau des artistes, il y a beaucoup de peintres, comme Tara Shakti par exemple, qui défendent la cause des femmes. Elles dessinent des femmes en expliquant leurs conditions, mais c'est assez, comme vous savez, l'art, on ne dit pas les choses, c'est à vous d'aller puiser. C'est ça là. Donc cette peintre-là, elle est vraiment spécialisée là-dessus, et elle parle des femmes qui sont envoyées dans les, vous savez, les femmes qui servent de femmes de ménage au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite et tout ça. Donc c'est vraiment sa cause à elle. Il y a aussi dans la musique la femme comme Anne Chatak, qui est très engagée sur l'environnement. Elle a le P500 qui consiste à planter des centaines et des milliers d'arbres à Madagascar, et elle présente les arbres aux internautes, aux gens qui utilisent Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Il y a par exemple aussi dans la protection des malentendants une chorégraphe qui s'appelle Mirana, qui enseignait à la SCUT à Ankach, qui elle était vraiment pour donner la possibilité aux malentendants de danser, de s'exprimer par leur corps. Dans la littérature, vous connaissez bien Clarisse Kassifanjaman, qui fait le Haïti Rapitulum. Donc ce sont des littératures de lutte politique carrément. Il y a aussi parmi cette classe-là, Zainab Nassoul, elle dit pas mal de choses intéressantes aussi, et Lydia qui défend la cause des femmes. Tout récemment, elle est partie, mais il y avait Marie-Clémence Paes qui a sorti un film qui s'appelle Faval, et je vais terminer dans 1 ou 2 minutes, et qui parle tout à fait en fait de 1947, mais du point de vue des Malagasy et des gens qui ont subi ces événements, les derniers survivants en quelque sorte. Donc ça nous donne, ce film est déjà sorti en DVD si ça vous intéresse,
Et elle a une maison de production qui s'appelle La Téléproduction, actuellement, qui met aussi le film Aingoussoua, qui est l'histoire d'une danseuse en Tanzanie, qui vit en Pays Basque, qui va aller chercher à Antananarivo de quoi payer la scolarité de sa fille. Donc c'est des sujets d'actualité. Enfin, donc moi je vais vous parler tout simplement d'autres formes de littérature comme les beku, les zid, les tokatok, dans plusieurs régions de Madagascar, le nord, le Betumsar, le sud, qui ressemblent un peu au Haïti, mais qui sont chantés et où des femmes citent des versets et racontent en fait la condition de vie de la population. Parfois, elles réclament quelque chose, une amélioration de leurs conditions de vie. Donc, les gens s'expriment, mais c'est vrai que derrière, est-ce qu'on les entend aussi? En quelque sorte, tout cela, c'est ce qu'on appelle le fituizanaina, c'est-à-dire la continuité de la vie. Nous avons hérité de tout un tas de bénéfices par nos ancêtres. On peut même dire que notre indépendance en fait partie parce que beaucoup sont morts en luttant pour que nous puissions en bénéficier. Et même nous avons incité d'autres pays à le faire par nos événements de 1947. Donc, c'est à nous aussi de continuer ces actions-là. La société est en pleine mutation et en pleine recherche de repères à cause de la mondialisation. Mais les femmes doivent continuer à s'affirmer, à rêver grand et réaliser ce qu'elles veulent parce que la société aussi est fière de leur succès. Il y a des petites jalousies, mais je pense que le plus important quand même, c'est ce qu'on arrive à réussir pour nos enfants. Et enfin, comment dire, je n'ai même pas de conclusion, mais je pense qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui.